France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme chaque lundi, forcément, les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Avec Stéphane Pellet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Et ben nous aussi, ça va. J'ai changé de place, vous avez vu. Oui, c'est très bien, vous êtes plus proche de nous. Le G500, forcément, vous connaissez cette initiative citoyenne pour promouvoir la participation citoyenne dans des prises de décision politiques. Et ça marche, ça fonctionne plutôt très bien, Aurélie Gros. Ça fonctionne très bien, il y a des avancées. Et là, nous avons des rendez-vous qui sont en train de se monter, notamment avec le président du Sénat et avec la présidente de l'Assemblée nationale. Une belle avancée, Stéphane Pellet. C'est comme ça qu'on va faire avancer résolution par résolution. Vous vous souvenez, il y a donc 1600 associations qui ont fondé ce G500. Puis une quarantaine de résolutions ont été prises dans tous les grands champs de l'activité, de la société. Et pour qu'elles avancent, il faut qu'il y ait un chemin ensuite législatif, une décision financière, budgétaire du gouvernement, que des collectivités se mobilisent. Il y a déjà pas mal de... On fera un point un jour, d'ailleurs, on vous dira sur les 40 résolutions, qu'est-ce que ça a donné. Mais il y a déjà dans le champ du handicap des premières choses qui sont avancées. Pour le projet de loi finance, il y a des mesures qui sont prises en matière de mécénat, par exemple. Voilà, on vous racontera tranquillement tout ça. Cécile, je vous rappelle que c'était les G500, maintenant 1600. Les associations ont fait beaucoup de petits. Oui, c'est ça. C'est bientôt le G1600 d'ailleurs. Allez, au sommaire de cette émission, 43% des Français privilégient finalement les produits fabriqués en France. La crise du Covid a élevé l'alimentation au rang de priorité en France. Le circuit court et la production locale, les Français plus attentifs que jamais à leur alimentation privilégient désormais massivement ces produits locaux, témoignant d'une conscientisation et d'une exigence accrue envers le contenu de leur assiette. On va parler de manger local. Nicolas Drix sera avec nous, fondateur de la Clayette. Depuis le 7 octobre, et selon les derniers chiffres, 819 faits antisémites ont été signalés et 414 individus interpellés, soit plus de signalements en 2 semaines que sur une année entière. Ce chiffre est à comparer aux 436 actes antisémites recensés par le service central du renseignement territorial dans le pays en 2022, soit 1,2 par jour l'an passé contre 10 par jour au cours du seul week-end écoulé, d'après le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Abramovitch, porte-parole du BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, est à nos côtés pour en parler. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix citoyennes jusqu'à 20h. Et Aurélie Gros est avec nous. Petit problème de jingle, mais c'est pas grave. Aurélie Gros, justement sur ces produits, manufacture française, 100% made in France, j'ai envie de dire. C'est ça. Et finalement, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et dans les vraies voix citoyennes, on adore parler nourriture, n'est-ce pas, Philippe David? Ça faisait longtemps. Oui. On a eu, vous vous souvenez des invités qu'on a eu, des territoires ruraux, les jeunes agriculteurs responsables, ceux qui sont engagés pour racheter les terres agricoles avec Terre de Liens. Et là, on est heureux de poursuivre dans cette voie avec Nicolas, qui a monté un concept super pour rapprocher ces produits locaux qu'attendent les Français au plus proche des grandes villes où on a un peu de mal à les trouver, en fin de compte. C'est compliqué chez nous, Nicolas Drix. C'est ça, en fait, nous, notre but chez la Clayette, c'est de démocratiser la consommation locale et responsable. Parce qu'en fait, on trouve que c'est très compliqué de devoir commander les produits, de devoir aller les chercher le jeudi soir entre 18h30 et 19h quand on a toujours autre chose à faire. Et donc on a pris ce qui existe déjà un petit peu à la campagne, c'est les petits distributeurs automatiques, on les voit, souvent on a des pommes de terre, des œufs, et en fait on a transformé des kiosques haussmanniens, où on a posé des nouveaux kiosques haussmanniens dans lesquels on a mis des petits casiers réfrigérés dans lesquels génial. On peut trouver sans commande tous les jours de 6h à 22h30 des petits paniers de fruits, de légumes, d'œufs, de soupe, de miel. Et au moins on sait ce qu'on mange. Exactement. Parce que c'est des producteurs locaux. C'est ça. Alors je rappelle vraiment, je rappelle d'abord la définition du circuit court, parce que c'est vrai qu'il y a souvent pas mal de gens qui confondent un petit peu toutes les choses. Le circuit court, c'est qu'il y a un seul intermédiaire entre le producteur initial et le consommateur. Nous, on est donc ce seul intermédiaire qui permet de mettre en lien le producteur qui est local, c'est-à-dire qu'on travaille avec des producteurs dans un rayon d'à peu près 200 km et on les a directement dans les petits kiosques. Juste en bas des Vous avez parlé de kiosques haussmanniens, mais dans quelle ville? Parce que kiosques haussmanniens, on pense surtout à Paris, mais il y a des immeubles haussmanniens un peu partout ailleurs en France. C'est ça. Alors il y a un peu plus de 1000 kiosques en France. Voilà, il y en a une bonne partie sur Paris, intramuros, mais il y en a aussi énormément ailleurs. Nous, on a des kiosques sur Meudon, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Puteaux, Massy. Voilà. Boulogne-Billancourt.
pas encore, mais on l'espère bientôt. Voilà, l'idée c'est vraiment de rapprocher en fait, parce que moi je suis agriculteur aussi et on veut vraiment mettre le potager, les champs en bas des immeubles en fait. Oui, mais justement, vous n'êtes pas de la région parisienne, vous êtes d'où et comment vous avez eu cette idée en fin de compte? Parce que vous êtes jeune. Là, vous venez de nous dire que vous étiez agriculteur, mais comment vous avez eu, comment ça vous est venu de vouloir venir dans les grandes villes, de se dire, tiens, je vais offrir ce service-là, ça manque là où. Est-ce qu'il y avait une inégalité alimentaire finalement? Alors moi, je pense qu'il y a une inégalité alimentaire parce que, en fait, à la campagne, on a accès à des produits qui sont extrêmement bons et extrêmement peu chers. Ici, dès qu'on on arrive dans des grandes villes, c'est extrêmement compliqué. Et cultiver, manger surtout. Manger tout de suite. Tout à fait. Et donc, moi, j'ai fait le constat. En fait, je suis venu en région parisienne pour faire mes études. Et quand j'ai vu à quel point c'était compliqué de trouver des produits qui soient locaux de qualité, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que chez nous, des villes ou des villages de 200 habitants... Vous êtes dans quel coin au départ? Alors, moi, je suis originaire de la Somme. Mais je suis agriculteur entre Valogne et Cherbourg, donc sur la pointe du Cotentin. Dans la Manche. Voilà, et là, vraiment, tout le Val de Serre, etc., c'est vraiment un endroit où on a énormément de culture, de bons produits, etc. Et c'est quoi votre spécialité, vous? Alors, moi je fais... À table. C'est l'heure. Alors, moi, ma spécialité, je fais pas mal d'élevage bovin. Oui. Et après, je fais aussi un petit peu de culture de kiwi. Voilà. Du kiwi. Est-ce que c'est une façon d'être aussi 100% éthique? Parce qu'il y a effectivement le goût, après le prix, on parle souvent de prix. Est-ce que dans tout ce fonctionnement, effectivement, dans cette filière, est-ce qu'on arrive à être 100% éthique? Alors, on arrive à être 100% éthique. Il y a une chose qu'il faut, je pense, vraiment se mettre en tête, c'est qu'il faut arrêter de dire que on peut continuer à octroyer 2 ou 3% de ses revenus à manger, parce que tout simplement, faire du bon, ça coûte cher. Je vais vous dire un exemple tout simple. Vous prenez des tomates grappes qui n'ont aucun goût et qui sont dures. Elles vont produire 3 fois plus que d'une tomate ancienne. Et ça n'a rien à voir au niveau du goût. Donc à un moment, soit on fait le choix d'acheter pas cher, c'est pas bon. Voilà. Soit on fait le choix d'acheter meilleur, mais peut-être qu'on va faire des concessions sur l'habillement, sur le téléphone, des choses comme ça. Et nous, c'est vraiment un pari qu'on prend, c'est de dire, voilà, on fait les choses bien, et en fait, c'est pas énormément plus cher, mais c'est 5 ou 10% qui font la différence et que les gens sont prêts à payer pour se régaler. Alors justement, on commence à voir des agriculteurs, des éleveurs qui disent, oui, mais moi je veux vendre au prix que je veux parce que c'est le vrai prix, c'est ce que ça coûte, plus mon travail, plus mon développement, et qu'il n'y a personne qui s'en met dans la poche. Évidemment, quand même, les filières, les distributeurs, ça existe depuis fort longtemps, il y a bien une raison. Est-ce que, par exemple, la raison sanitaire, elle est réelle? C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a peut-être un peu plus de risques avec le circuit court. Je me fais l'avocat du diable. Alors, moi, je vais vous prendre tout de suite le contre-exemple. Prenez les fruits et légumes. Quel est le risque sanitaire sur les fruits et légumes, en sachant que, de toute façon, on est complètement contrôlé sur les produits phytosanitaires? Il n'y en a pas. Vous avez les mêmes contrôles. France, il n'y a pas des agriculteurs plus contrôlés que les Français. Mais de toute façon, ceux qui contrôlent les produits, c'est pas la grande distribution. C'est les services vétérinaires de l'État, etc. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien avoir le même fruit qui vient de la même exploitation, qui est vendu en supermarché et en circuit court. Je vais vous dire le problème. C'est que pour avoir de la qualité, on ne peut pas avoir des mastodontes de coopératives. Parce que quand vous allez faire de la qualité, vous avez 100 agriculteurs. Le but, c'est de produire pas cher. Parce que quand vous faites de la qualité 1 parmi 100, ça va être perdu dans la masse. Donc en fait, vous avez tout intérêt à produire pas cher et ce sera perdu dans la masse. Et donc c'est vraiment ça le sujet. C'est une question éthique. Absolument, c'est une question. Combien de producteurs aujourd'hui seront représentés dans la Clayette? On a à peu près 20 à 25 agriculteurs, à peu près Île-de-France et régions voisines, principalement. Et sur quelle spécialité? C'est pareil, sur légumes, fruits, c'est quoi? Alors en fait, nous on fait beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, un petit peu de produits transformés. On fait par exemple l'hiver un petit peu de Clayette raclette. On fait voilà. Vous mettez quoi dedans? Allez-y, mettez-nous en appétit. Alors on met de la. Ça c'est Philippe David. Alors non, mais c'est... on met de la raclette au lait cru de la fruitière des Bauges
avec des pommes de terre qui viennent de la Beauce, et des salades d'Île-de-France, un petit peu d'échalotes, comme ça on fait un petit peu de verdure avec, avec on est la bonne passé des vraies raclette. voix à Ferniaud, là, à cause de vous. Quand vous parlez de fruits, enfin de prix, de hausse des prix, est-ce que finalement aujourd'hui on peut faire un choix de se dire on mange peut-être moins de tomates comme vous dites, mais au moins quand on en achète peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, au moins le produit est intéressant, et c'est aussi une façon de faire de la pédagogie pour la jeune génération par exemple. C'est ça. Alors en fait je pense que le prix il faut le voir vraiment dans l'assiette. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire voilà j'achète ça à tant du kilo. Non, j'achète tant au repas. Oui. Et quand on raisonne comme ça, c'est complètement différent. Parce que quand vous faites du circuit court, vous avez des produits ultra frais qui se conservent davantage, vous avez beaucoup moins de déchets. Et en fait, au bout du bout, c'est pas si mal en fait. Hein, mais quand vous achetez un poivron qui a fait 2000 km, qui a fait 3 semaines de frigo, vous l'achetez 2 jours après, il est fané. Oui, c'est vrai. Chez nous, vous le laissez au frigo, pendant 15 jours, il est bon. Et ben voilà, donc, ça c'est un argument de vente. Ça c'est un argument de vente, oui. Non mais... Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants. Vous avez pas envie de manger une raclette ? Oui, ne me cherchez pas trop, parce que moi, la raclette, vous savez, mais en circuit court. Circuit court, j'espère qu'il est là dans moins de 5 minutes, parce que maintenant que vous m'avez mis l'eau à la bouche, je vais avoir du mal à résister. Allez, vous restez avec nous, les vraies voix citoyennes jusqu'à 20h avec Philippe David et nos invités. À tout de suite. Radio Les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et ils sont avec nous ce soir, et bien entendu Aurélie Gros, Stéphane Pellet, le G500 et toujours des associations passionnantes, en tout cas de gens passionnés. Nicolas Dric est avec nous ce soir, fondateur de la Clayette. C'est une façon finalement de se nourrir mieux et de rencontrer des produits d'abord qui viennent de chez nous, qui ont été fabriqués avec amour et qui nous permettent de retrouver finalement le goût des choses et le goût d'une bonne alimentation. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et là, je crois qu'on va bientôt entendre Thierry avec son fils Louis, qui n'est pas là, mais Thierry et Louis, qui sont des producteurs de fraises et d'endives de pleine terre. Oh. Alors, je dis bien de pleine terre, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez... ça devient vraiment une proportion assez rare. Et ça n'a rien à voir, c'est vraiment différent et c'est bien meilleur. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Thierry ? Thierry, vous êtes là. Bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes agriculteur, vous êtes forcément lié à la Clayette. Pourquoi en fait ? Qu'est-ce que ça a changé ? Pourquoi ? Parce que je sais que mes produits vont être bien valorisés. On fait un bon produit, on estime qu'il faut qu'il soit bien vendu, quoi. Parce que si c'est pour le mettre dans les mêmes circuits que, je veux dire, que tous les autres produits qui sont moyens, c'est un peu embêtant. Hein. Voilà, donc là, on sait que le produit va être bien défendu, va être bien valorisé, va être bien mis en avant. Thierry, vous êtes producteur. Ça nous permet de se dire, au moins, on va faire plaisir à des gens, quoi. Parce que si vous voulez, dans la grande distribution, on a le problème qu'on ait un numéro et c'est tout, quoi. Vous êtes producteur d'endives et de fraises, c'est ça ? Oui. Uniquement ? Oui, après, c'est pas mal. Oui, mais donc vous faites de la grande culture. Oui, donc du blé, du lin. Vous faites également plein de choses, du blé, du lin, etc. Oui, bien sûr. Vous travaillez donc avant tout les produits de saison à la Clayette, parce que là, ça va être la saison des endives. Excusez-moi Cécile, moi ça me donne envie d'endives au jambon avec la béchamel, le gratin. Ah, vous m'avez pas invité. Non. et vous privilégiez la saisonnalité des produits, c'est ça, Nicolas ? Oui, parce que de toute façon, un produit qui n'est pas de saison, c'est pas un bon produit. Et parce qu'il a fait 10 000 km pour venir de l'hémisphère sud, souvent. Et puis Thierry dira la même chose que moi. Mais ce qui compte avant tout, c'est bien le circuit court. Mais si la qualité n'est pas là, ça va pas. Ça va pas du tout. Oui, mais peut-être qu'il faut aussi sensibiliser la jeunesse, notamment dans les produits de saison, et notamment les cantines scolaires et les élus locaux. Puisque dans les cantines scolaires, si on arrêtait de servir des salades de tomates en plein hiver, je pense que ça permettrait aussi cette éducation dès le plus jeune âge. Tout à fait. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne endive ? Tiens, prenons l'exemple de l'endive. Comment on sait ? Parce que y a actuellement ce qu'on appelle la semaine du goût. On essaye un peu de nous faire venir. Comment on sait ce que c'est qu'une bonne endive ? Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique ?
C'est pour moi. Oui, Thierry, c'est vous le producteur d'endives. Hein. Vous êtes le docteur S endive. Donc, une bonne endive, c'est une endive déjà croquante. Oui. Si vous voulez, qui rend pas beaucoup d'eau. Elle en rend toujours, mais moins qu'une endive hydroponique. Hein, et c'est une endive qui a du goût. C'est peut-être un petit peu plus marqué. C'est moins fade. Ah, j'adore, moi, les salades d'endives. C'est ça en gros. C'est moins fade, ça a plus de goût. Il y a peut-être un petit peu plus d'amertume, mais une amertume normale, quoi, comme une endive. Hein, et c'est surtout le rendre moins d'axe aussi dans le chicon. Parce que si vous voulez, l'axe, c'est le chicon à la base. Dans le Nord, ça vous êtes du Nord, vous parlez du chicon. C'est l'endive, voilà. Chez nous, dans le Nord, en fin de compte, on dit l'endive, mais on dit surtout le chicon. Hein, c'est le terme employé, quoi, hein, par tous les professionnels. Mais surtout dedans, vous avez un axe, et ça, vous le mangez pas. Et souvent, une endive hydroponique, si vous voulez, elle a un axe qui est plus développé de poids. En fin de compte, il y a plus de poids, mais moins de qualité, parce que l'axe est plus important dans l'endive. Je ne dis pas que vous vous faites avoir. Hein. Oui, on peut le voir un peu comme ça. Hein, mais si vous voulez, c'est inhérent. C'est parce que l'endive est plus, a tous les nutriments à disposition. On lui amène dans l'eau. Donc, si vous voulez, il a fallu quand même. Quand vous avez un investissement de cet ordre-là, il faut le rentabiliser. Hein, on est bien d'accord, une salle hydroponique, ça coûte très, 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 très cher. Ça met combien de temps à sortir de terre, finalement, une endive Une endive, vous avez deux productions. Vous avez la production de la racine. Oui. Hein, après, vous savez un peu comment c'est, je pense. Et après, on arrache une racine comme une carotte. Et on la repique, si vous voulez, il y a le feuillage, on laisse 2 cm à peu près de feuillage. Hein, et on la repique dans la terre. Nous, c'est en terre, donc on la repique dans la terre. Et si vous voulez, après, on y met des tôles cintrées. Si vous voulez, une tôle, mais qui fait un peu demi-lune. Film plastique, paille. Et ça met entre 3 semaines, on va dire, 25 jours, 25 à 30 jours pour pousser. Et après, dans le noir, évidemment, hein, pour que ça soit jaune, hein, c'est obligatoire. Et vous sortez, on va dire entre 25 et 30 jours, vous sortez une endive. Ah oui, quand même, ça prend du temps. Pardon Stéphane Pellet, juste, est-ce que finalement la Clayette, ça devient presque un label ? Alors, on s'est rendu compte de ça en fait. Oui. C'est-à-dire que les gens sont tellement perdus par tout ce qu'il y a comme label, voilà. Et en fait, ce que les gens veulent, c'est des choses simples, de saison, de qualité. Et une fois qu'on a fait en fait ce travail de sélection, en fait les gens ne se posent plus de questions. Et nous, ça nous fait plaisir parce que Thierry peut en parler aussi au niveau de la fraise. Tout le monde voulait de la gariguette, etc. Oui. Mais la gariguette, c'est pas adapté à tous les climats, c'est pas adapté à tous les sols, c'est pas adapté à toutes les saisons. Et donc maintenant, en fait, on arrive à travailler des variétés de pommes, des variétés de fraises qui sont complètement inconnues, mais qui sont vraiment très très bonnes. Et qu'on arrive à valoriser vraiment super bien. Donc moi, quand j'explique à nos clients qu'en fait, au cours de l'hiver, on va travailler sur 5 à 6 variétés de pommes, les gens disent « Ah ouais, ah bon, mais moi je veux ma gala ». Mais je leur dis « non, la gala, dans 15 jours, c'est fini ». Ouais. Et en fait, les gens nous font confiance et en faisant ça, on arrive franchement à gagner en qualité, parce que quand on travaille des variétés de saison, c'est vachement mieux et tout le monde est content. Et vous, vos kiosques, on y va ? Comment ça se passe pour acheter ? Alors en fait, nous, le but, c'est vraiment que ce soit hyper facile. On veut que ce soit plus facile qu'au supermarché. On arrive à la borne de commande, on choisit notre panier sur un écran tactile, on paye sans contact, on repart avec. Il y a plusieurs types de paniers. C'est ça, il y a 5-6 paniers au choix, et on choisit son type de panier, on paye et on repart. Stéphane Pellet ? Non, je me demandais comment vous articulez ça, peut-être aussi avec les grandes campagnes qui sont faites. Je pense notamment aux jeunes, parce que je continue à dire le goût, on l'a au bout d'un certain temps, mais ça se passe avec les gamins pour qu'ensuite c'est eux qui aient le goût. Vous savez, il y a les campagnes manger, bouger, il y a le fameux 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que vous arrivez à articuler ça, à trouver des campagnes ensemble peut-être ? Alors tout à fait. Après, nous, notre but, c'est pas de faire des gros budgets d'aller faire de l'affichage partout. Ce qu'on privilégie vraiment, c'est les rencontres avec les producteurs,
agriculteurs. On fait la fête de la pomme en cette saison-ci, on fait la fête de la soupe l'hiver, on fait la fête de la fraise, où on amène des fois, là pour la fête de la pomme, des pressoirs à pommes. Les gens viennent faire leur jus de pomme, ils dégustent ce que c'est qu'une pomme. Il y a un palox de 800 kilos de pommes. S'ils veulent en croquer une qui vient d'être cueillie, ils peuvent la prendre. Vraiment, l'idée, c'est juste des prescripteurs, en fait, du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille, et c'est vraiment les choses simples. En fait, on veut pas de flan-flan, voilà, on veut des choses qui soient simples et qui soient efficaces. Vous avez combien de kiosques aujourd'hui ? Aujourd'hui, on en a 5. Et redonnez les villes. Voilà, on en a donc on en a Meudon, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Puteaux et Massy. D'accord. Et donc là, on ouvre très prochainement, on va ouvrir d'Enfer-Rochereau, là sur le parvis de la gare. 14e, donc. Et les élus qui nous écoutent, est-ce que eux, ils peuvent acheter un kiosque ou comment ça se passe ? Vous appeler pour. Alors surtout qu'ils n'hésitent pas, parce que je pense que le circuit court a vraiment besoin de s'étoffer. En fait, c'est gratuit pour une ville. C'est-à-dire que nous, on vient, on installe le kiosque, et puis après on vient l'alimenter, etc. Mais c'est vraiment avant tout un service rendu aux habitants, et aussi un service rendu aux agriculteurs que nous sommes, parce que ça nous permet de s'affranchir de la grande distribution et de distribuer nos produits. Et les agriculteurs qui nous écoutent peuvent être intéressés pour vous contacter. Alors, tout à fait. On vous appelle où ? Rendez-vous sur laclayette.com, vous avez tout ce qu'il faut. Non, je vais donner votre numéro de téléphone. Allez, merci en tout cas. Merci Thierry d'avoir été avec nous. Merci Nicolas. Et bonne récolte des chicons. Ça s'appelle La Clayette. Allez voir sur leur site internet, vous trouverez toutes les informations. Et dans un instant, on va revenir sur un sujet beaucoup moins léger, sur l'antisémitisme aujourd'hui et les actes d'antisémitisme qui aujourd'hui augmentent au quotidien. On va en parler avec Emmanuel Abramovitch dans quelques instants et Stéphane Pellet pour porter ce sujet. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et c'est un plaisir tous les lundis de retrouver Aurélie Gros et Stéphane Pellet, le G500, pour parler d'actualité, bien entendu, et puis mettre à l'honneur ceux qui s'engagent sur le terrain au quotidien. Et depuis le 7 octobre, et selon les derniers chiffres, 819 faits antisémites ont été signalés, 414 individus ont été interpellés. On va en parler ce soir avec Emmanuel Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Merci d'être avec nous, Emmanuel Abramovitch, et c'est Stéphane Pellet, bien sûr, qui porte ce sujet. Alors, bonsoir Emmanuel. L'association BNVCA, ou Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, a 20 ans. Elle a été créée par Samy Gozlan, un ancien commissaire de police de Seine-Saint-Denis. Elle aide les victimes d'agressions, d'injures, d'actes de vandalisme par l'écoute, l'assistance juridique. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en présentant les choses, en se recevant. On se disait que c'est un engagement des citoyens qui viennent compléter l'action publique et finalement qui font eux aussi un travail très sérieux. Le BNCVA lutte par tous les moyens légaux contre ceux qui tiennent des discours antisémites sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Il surveille et combat les problèmes de voisinage, le harcèlement au travail. C'est aussi votre combat depuis 20 ans. C'est pour ça qu'on est heureux de vous recevoir et que vous nous racontiez aussi comment cela a démarré. Bien sûr, si vous pouvez aussi nous parler du contexte ce soir. Merci de votre invitation et de donner la parole à des gens qui effectivement s'illustrent au service de la société civile pour défendre le vivre ensemble. Et c'est très difficile en ce moment parce que nous sommes confrontés à un antisémitisme qui ne se cache plus et qui est finalement, les derniers jours, les dernières semaines nous l'ont prouvé, et qui se revendique aujourd'hui. Qui se revendique, oui. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cagoule, on se cache plus, on filme, et il y a toujours des gens qui portent l'écharpe tricolore pour souffler sur les braises, pour les encourager, et pour abuser des esprits acculturés. Et je me demande si ce n'est pas aussi grave que le crime lui-même. Quand vous voyez ce qui s'est passé lors de la manifestation de samedi dernier, manifestation qui a été interdite, le reportage de Frédéric Aziza de Radio J qui interviewe des gens qui disent « mais il n'y a pas eu d'enfants juifs décapités, c'est totalement faux, etc. » Comment est-ce que vous réagissez ? Eh bien, ça me rappelle ce que l'on disait peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. On appelait ces gens-là des négationnistes. Eh bien, vous allez peut-être me trouver un peu abusif, mais ces gens qui sont aux commandes de cet antisémitisme nouveau, je les appelle des nazis-islamistes, et nous sommes
présence de nazis islamistes et ils ont des collabos qui pratiquent le négationnisme. C'est-à-dire que ce que l'on voit est contesté. Ça veut dire que ça en dit long sur leur esprit, leur conception du fonctionnement de nos sociétés modernes, de notre France des Lumières, que l'on ne peut pas oublier, parce que moi, je suis issu de la France des Lumières, et j'espérais pouvoir continuer, essayer d'apporter ma pierre, comme disait Saint-Exupéry, à la construction de cet éclairage extraordinaire qui fait rayonner la France, et en réalité, non, je suis happé par des barbares qui m'obligent à parler de leur barbarie. Et vous ne pensez pas qu'il y a le rôle aussi des réseaux sociaux, des chaînes de télévision en continu, de tous les médias que l'on voit, ou du moins Bien sûr. Le téléphone qu'on utilise tous, mais aujourd'hui le rôle des réseaux sociaux est quand même dangereux et crucial. Vous avez parfaitement raison, mais les réseaux sociaux ne sont pas à l'origine de la haine, ne sont pas à l'origine de l'antisémitisme. Mais la favorisent. Ils ne sont qu'un révélateur. Un écho. Alors il est certain que l'anonymat ne nous aide pas. Parce que non seulement nous avons une technologie ouverte, mais elle permet aux délateurs, aux menteurs, de raconter tout ce qu'ils veulent sous anonymat. Alors je sais, et il faut féliciter le travail de Pharos, qui n'est pas simple en ce moment, mais il va falloir que quelques députés bien pensants se mobilisent. Le BNVCA a fait lors de son dernier colloque en mars à l'Assemblée nationale 10 propositions, et ce serait formidable si parmi vos auditeurs, il y avait des députés qui acceptaient de se saisir des propositions de textes de loi. Stéphane Pellet. Peut-être quand même, là, dans cette actualité qui est brûlante, il faut le dire une chose, c'est qu'il y a certains fonds antisémites, on se bagarre contre les représentations, on se bagarre contre les stéréotypes, énormément de choses comme ça. Mais là, en ce moment, vous me le disiez d'ailleurs tout à l'heure, l'antisémitisme tue à nouveau. Et je veux dire, on est dans une phase où véritablement le passage à l'acte est facilité. Vous pouvez nous dire quelque chose aussi sur comment ça se traduit en ce moment quand on dit 819 faits depuis le 7 octobre, c'est énorme. C'est quoi le quotidien de cet antisémitisme-là ? Votre question est majeure parce que l'antisémitisme est en train de transmuter. Souvenez-vous, lors des attentats de la rue Copernic, de la rue des Rosiers, c'était ce que j'appellerais un terrorisme importé. Et aujourd'hui, ce que nous subissons, nous, Français juifs, eh bien, c'est un djihadisme franco-français. Ça veut dire, pour répondre définitivement à votre question, que c'est le voisin, c'est le passant qui vous croise et qui sait que vous êtes juif, et c'est lui qui va laisser aller ses pulsions les plus pervers et va faire un amalgame, encouragé par certains politiques, entre effectivement un Israélien qui vit sa vie de citoyen israélien et le Français juif que moi je suis et qui n'a pas grand-chose à voir. Juste pour revenir sur l'éducation, parce que forcément aujourd'hui c'était des générations plus anciennes. Aujourd'hui ça c'est tombé en génération, ce sont des plus jeunes. Il y a forcément un rôle à jouer sur ce sujet-là. Il y a forcément Est-ce que l'école doit jouer un rôle sur ces actes antisémites? Est-ce que sur l'éducation, sur le vivre ensemble, ce dont vous parliez tout à l'heure? Le rôle de l'école est essentiel. Il y a un déficit en termes de courage de certains professeurs à qui que je comprends. Parce qu'il est difficile d'être confronté à des élèves de plus en plus grands, de plus en plus forts, et qui osent vous contester et qui ne respectent plus votre autorité. Et c'est d'autant plus difficile. Je vais vous faire une Samuel Paty. Par exemple. Et c'est d'autant plus difficile pour les professeurs qui sont isolés et qui ne sont pas couverts par leur hiérarchie. Donc ils sont totalement abandonnés. Donc ça veut dire que nous avons dans notre société, qui est celle de l'intelligence, de la culture, où nous essayons d'éveiller la curiosité des enfants pour qu'ils posent des questions, pour qu'ils aient envie des réponses, eh bien en fait, il y a une démission pour les raisons que j'ai expliquées, et d'autres, parce qu'il y a aussi des professeurs d'histoire-géographie, pour ne citer que eux, qui viennent avec leur background idéologique et qui le servent à leurs élèves. Ça fait deux types de professeurs qui font du mal à l'éducation. Alors justement, si on veut tenir les deux bouts de la chaîne, il y a celui-là, ce que vous dites actuellement, l'éducation, mais il y a aussi au jour le jour
recueillir les témoignages, bien entendu tout de suite être auprès des victimes et passer à l'acte sur le plan juridique, c'est-à-dire faire en sorte que tout acte soit condamné, qu'on ne laisse aucun acte impuni. Et c'est là tout l'intérêt de votre bureau de vigilance. Peut-être vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous travaillez. Alors effectivement, nous avons un numéro national sur lequel nous pouvons recevoir des signalements, et à partir du moment où nous recevons un signalement qui peut être soit une agression directe, soit d'avoir relevé sur Internet justement des insultes ou des propos négationnistes ou qui font l'apologie de crimes de guerre ou l'apologie de terroristes et ou de terrorisme, et dans ce cas-là, ça nous est signalé, c'est ensuite soumis aux avocats du BNVCA qui voient quels sont les articles de loi qui peuvent être utilisés à l'encontre de la personne qui a été repérée, et dans ce cas-là, effectivement, une action judiciaire est entamée. Et à l'échelle européenne, aujourd'hui, les institutions, quel est leur rôle sur ces sujets ? C'est très particulier parce que vous avez au sein de la communauté européenne tout un panel d'eurodéputés qui sont tout à fait réceptifs à ces idées, y compris à cette idéologie mortifère qui est entre autres portée par les frères musulmans, qui font un lobbying absolument extraordinaire. Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a quelques mois, nous avons eu une campagne payée par la communauté européenne dont le slogan était « Porter un voile, c'est votre liberté ». C'est-à-dire qu'on fait pas mieux en Afghanistan. Alors voilà la communauté européenne. Mais quand vous voyez ce qui se passe en Europe aujourd'hui, moi je vois ces images à Berlin d'étoiles de David sur les portes des maisons. Je vais vous dire, moi j'ai revu les SA, j'étais pas né évidemment, dans les années 30, j'ai revu la nuit de cristal qui se préparait. Est-ce que vous avez le même sentiment ? J'ai le même sentiment, c'est pour ça que j'utilise le terme de nazi-islamiste. Il y a tellement de points communs. La négation du juif, de l'être humain parce qu'il est juif. On essaye de détruire sa culture, on essaye de détruire sa religion, on essaye de détruire son implication dans la société civile au service des autres par l'emploi, par son action dans le tissu associatif. On voudrait réduire le juif à quelqu'un qui n'est bon que à être mort. Eh bien ça, c'est l'idéologie la plus perverse que nous n'avions pas connue depuis 75 ans en Europe. Ça s'appelait le nazisme. Et pardonnez-moi de faire un lien avec certaines grand-mères françaises, juives, qui sont mortes sous les coups de musulmans arriérés et qui avaient pourtant réchappé à la Shoah. Allez, vous restez avec nous, on reviendra dans quelques instants avec vous, Emmanuel Abramovitch, juste pour se dire comment on peut faire finalement, comment ce vivre ensemble peut se développer, quels sont les pas à faire les uns vers les autres, est-ce que le moment est choisi maintenant, est-ce qu'il faut un peu plus de temps, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Aurélie Gros et Stéphane Pellet, le G500, chaque semaine de nouvelles associations et de nouvelles thématiques. Là, c'est effectivement l'actualité qui nous rattrape, puisque depuis le 7 octobre, et selon les derniers chiffres, 819 faits antisémites ont été signalés. Pour l'instant, 414 individus ont été interpellés. C'est des chiffres, Stéphane Pellet, qu'on n'entend plus, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Et là, on a l'impression que finalement, c'est un double choc depuis le 7 octobre. Oui, c'est ça. On se disait que la société, l'éducation, enfin beaucoup se mobilisaient déjà contre cette forme quasi ordinaire. J'ai entendu ça sur votre plateau il y a quelques jours de l'antisémitisme assez ancien, assez historique, avec des débats des fois en famille qui sont pas terribles, mais enfin c'était dur, mais on pensait qu'on allait canaliser et gagner là-dessus. Et puis dans une période comme ça, malheureusement, la cocotte minute explose à nouveau, et à nouveau l'antisémitisme tue. Le passage à l'acte est là, et c'est pour ça qu'on est heureux, si l'on peut dire, de recevoir Emmanuel Abramovitch, parce que il mène avec d'autres, donc depuis 20 ans, un combat majeur au sein de son bureau national donc de vigilance contre l'antisémitisme, parce que c'est un bureau qui est à la fois du côté de l'éducation, de cet aspect de la chaîne. Il faut tous les jours trouver des solutions, parler, on va en reparler d'ailleurs dans les collèges par exemple et les lycées, mais il est aussi du côté du suivi des signalements et des témoignages, et on va en parler aussi directement ce soir. C'est important, il ne faut pas laisser le moindre acte impuni, c'est comme en matière de sécurité. J'avais juste une question. Depuis 20 ans, pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'il y a un moment donné où ces actes ont régressé ? Est-ce qu'on a senti une période plus favorable que d'autres ? C'est très délicat parce que ce qui fait rebondir l'antisémitisme aujourd'hui, c'est ce qui se passe
entre Israël et la bande de Gaza. Alors, vous dire qu'à un moment ça s'est calmé, oui, quand il y a une période de trêve, mais au moindre acte terroriste, tir de missile et réplique, est-ce que la France ne répliquerait pas si elle se prenait un missile de la part de l'Italie? Bien sûr que si. Alors, dès qu'il y a une réplique, alors là, ça enflamme, si vous voulez, ces jeunes essentiellement maghrébins un peu perdus, qui connaissent d'ailleurs pas leur histoire, qui connaissent pas l'histoire de la Palestine, qui connaissent pas l'histoire d'Israël, mais qui quelque part pallient à leur manque par un rôle qu'ils se donnent dans la meute. Je crois qu'on a un témoignage. Pour autant, on va parler du témoignage, mais rappelez-vous donc ce qui s'est passé pour ce jeune qui avait été séquestré, parce qu'on pensait notre Ilan Halimi, on était quand même bien dans cette antisémitisme. Alors là, nous étions, vous avez parfaitement raison. Plus dur, et il faut continuer à faire du travail pédagogique. Vous avez parfaitement raison, nous étions là à la confluence des deux antisémitismes, c'est-à-dire un antisémitisme ancien, les juifs ont tous de l'argent, voilà. Et de toute façon, c'est un juif, donc il n'y a pas de problème à le prendre en otage. 0826 300 300, c'est Lucie qui nous appelle de Montargis. Bonsoir Lucie. Bonsoir Lucie. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous vouliez témoigner. Oui, alors Lucie, on vous a proposé donc de nous raconter votre témoignage et nous dire ce qui vous est arrivé dans votre immeuble, hein, dans votre ville, qui est une ville finalement française comme les autres, malheureusement de ce point de vue-là. Ben voilà, à la veille de Kippour, je me suis réveillée, sur ma porte, j'ai vu mort aux Juifs, j'ai vu une croix gammée, on me tape, on m'insulte, jusqu'à maintenant on me crache dessus en me disant sale juif, tu vas mourir, et j'ai été tapée, j'ai porté plainte, la police ne peut rien faire, parce que c'est une histoire de voisinage. Alors ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Heureusement que le gouvernement a dit que les actes antisémites, il n'y aurait aucune faiblesse dessus. Manifestement, Emmanuel Abramovitch, le bras tremble un peu du côté de l'État. Absolument. Alors le cas, la dame qui nous parle, effectivement, subit la double peine. D'abord parce qu'elle est victime, et ensuite parce que quand elle se rend au commissariat, on lui dit non, c'est une querelle de voisinage. Mais si l'on revient à ce que je vous ai dit il y a quelques instants sur le nouveau djihadiste franco-français, c'est un voisin. Alors ça voudrait dire que dans les commissariats, on n'est pas équipé. Je vous confirme, hein, Mera, il habitait le quartier des Isards et l'école Ozar-Torah, je connais bien Toulouse, était juste à côté, à quelques centaines de mètres. Alors querelle de voisinage, mais sauf que la querelle de voisinage, il va y en avoir de plus en plus. Si on n'a pas un personnel politique qui est capable de taper du poing sur la table, et si l'on conserve des gens qui soufflent sur les braises pour des raisons électoralistes, ce genre de gens qui se donnent le rôle de djihadistes parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, eh bien nous allons en avoir de plus en plus. Alors ça voudrait dire que l'on livre les victimes à la double peine, ce n'est pas concevable, ce n'est pas entendable. Absolument. Stéphane Pellet. Lucie, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Racontez-nous, disons entre guillemets, quel est votre quotidien. Vous êtes donc vous avez travaillé dans votre ville pendant de nombreuses années. Et puis maintenant, vous espériez un peu de tranquillité et comment vous faites ? Qu'est-ce que vous je ne sors plus. Je suis harcelée continuellement. Et comme ils m'ont dit, c'est l'islam ou on te tuera. Donc, ils veulent la conversion et ça devient de plus en plus grave. J'ai essayé de mettre des relations, comment expliquer ? Je ne sais plus comment expliquer. Je vis un quotidien terrible. Et vous avez essayé de vous rapprocher d'associations ou de gens de la mairie ? J'ai du mal à imaginer que la police... j'ai du mal à l'imaginer. Ça veut dire que vous êtes allé plusieurs fois au commissariat ou une seule fois, en fait ? J'ai été plusieurs fois, 2 fois. Et systématiquement, vous dites que c'est juste vous avez pris des photos, vous leur avez montré ? Oui, il y a tous les papiers, il y a les preuves. C'est lunaire. C'est dingue. J'ai tout. Mais justement, Emmanuel, votre association. Je suis handicapée et je ne peux plus vivre ici. C'est un quotidien d'enfer. Alors j'ai peut-être aucune sécurité ici. Emmanuel, votre bureau a cette fonction-là d'aider des victimes, d'aller du côté. Je comprends, hein, Cécile. Moi aussi, je suis un peu choqué. Par ailleurs, travaillant dans l'action publique, je comprends assez mal comment on n'a pas pris ça en compte et même on reprendra vos coordonnées. Lettre au préfet. Ah, D'abord, je voudrais vous dire que cette dame est d'une pudeur exceptionnelle parce qu'elle ne vous dit pas tout de son état.
elle ne vous dit pas tout non plus de tout ce qu'elle a subi et de ce qu'elle a subi encore ces derniers jours où on coupe des connexions, que ce soit téléphonique, que ce soit Internet. C'est ça le nouveau djihadisme dont je vous parle. Très, très mal. Lucie, merci beaucoup de votre témoignage. C'est extrêmement courageux de votre part. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, Stéphane Pellet? Il y a un moment donné, il faut trouver des solutions. Il faut que certaines personnes décident. Mais je crois que de toute façon, on ne peut pas rester comme ça, nous, inactifs. Donc c'est clair que dès après l'émission, on va prendre vos coordonnées et avec Emmanuel Abramovitz, on va faire exactement ce qu'il fait, mais on va décupler encore cette action parce que moi, je pense on va vous aider, Lucie. Comme dans d'autres domaines, il n'y a aucune raison de laisser un acte pareil impuni et on est à vos côtés, Lucie. Merci beaucoup Emmanuel Abramovitch d'avoir été avec nous, en tout cas de nous avoir alertés encore une fois, même si les faits sont assez quotidiens. Merci beaucoup Stéphane Pellet, merci beaucoup Aurélie Gros. Merci à vous. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone. Vous savez que vous pouvez appeler à n'importe quelle heure sur Sud Radio, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Vous pouvez laisser des messages aussi sur notre répondeur. Dans un instant, la suite de Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service, oui, ensuite la Coupe du Monde de rugby, c'est terminé. Nouvelle émission sur Sud Radio, l'essentiel de Sud Radio en 60 minutes, chrono. On se retrouve demain 17h, Cécile. Absolument, et on embrasse Maxime, notre nouveau réalisateur. Allez, on vous souhaite va revenir dans quelques jours, bien sûr, il est en vacances. Merci Aude, merci Aurore, merci à l'équipe Sud Radio, salut, à demain.